Bonsoir. Alors j'ai une semaine de ouf, donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment parfait pour faire une petite FAQ? Donc je vous ai dit de me poser des questions sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram, et j'ai pris les plus pertinentes, et voilà. Donc je vais y répondre. Si vous avez encore d'autres questions, posez-les en commentaire, y a pas de problème. Donc je propose qu'on y aille tout de suite, on sait très bien ce que c'est une FAQ, on est parti. Pourquoi t'as un fond orange? Tout simplement pour gagner énormément de temps, parce que ici j'ai un truc qui est à peu près clean, même si je pense qu'il y a encore moins de le perfectionner ou quoi, mais en fait déplacer mon setup, faire mon cadre, fermer les volets, installer tout le bordel dans une autre pièce, c'est vraiment ultra chiant, ça prend vraiment beaucoup de temps, et malheureusement en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de temps à investir là-dedans, notamment parce que j'ai un job à plein temps, parce que j'ai Twitch à côté, ma vie personnelle. Du coup ça fait vraiment beaucoup de choses à conjuguer, donc j'essaie de grappiller du temps où je peux, donc là sur un setup comme ça, je vais gagner du temps, c'est déjà ça. Une question qu'on m'a énormément posée depuis que je fais des vidéos sur YouTube, c'est quelles sont tes inspirations? Je trouve que c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que les inspirations pour moi c'est pas forcément conscient globalement, donc je pense juste que je vais dire ce que je préfère, ce que j'aimais bien à l'époque avant de commencer. Forcément comme tout le monde il y avait Karim Debache, Everything My Painting, des chaînes de cinéma comme ça très balèzes. Dernièrement ça dépend un peu en fait, en termes de ton, moi j'aime beaucoup ce qu'on fait récemment. Sylvain et Seb Lafrite en termes de on raconte des histoires et on fait des enquêtes et des choses comme ça et on est un peu décontracté et tout, et ça c'est cool, j'aime bien ce ton là. Après pour ce qui est du fond, j'ai plus vraiment d'inspiration vu que je parle juste de ce que j'ai envie de parler, donc voilà. Sinon comme tout le monde j'aime bien tous les gros youtubeurs qui font du bon contenu, tu vois, genre Karim Debache, le Fossoyeur de films, les trucs comme ça, ouais c'est stylé, c'est stylé. Tu vas courir le 3 2021? Si oui, comment? Évidemment, avec le boulot, vu que je suis chez jeuxvideo.com, je vais couvrir le 3. A priori, je sais pas encore décidé, mais je ne serai pas sur les plateaux, ou en tout cas très 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 peu. Moi je vais être surtout à l'écrit, donc faire des condensés d'informations, parler des annonces et ce genre de choses, quoi. Donc le 3, je vais le traiter à l'écrit sur jeuxvideo.com. Je le ferai pas sur ma chaîne parce que juste j'aurai pas le temps en fait. Alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé si je continuerai à parler de cinéma ou de séries. Honnêtement, je sais pas encore, on va voir. Pour le moment, c'est pas prévu parce que mettre des extraits sur YouTube c'est hyper chiant parce que tu te fais strike dans tous les sens. Et perso, j'ai pas trop l'envie de me battre avec les bots YouTube, retourner les images ou tout simplement de parler de films sans pouvoir les illustrer, ça m'intéresse pas. Et honnêtement, là, ça fait un bail que je regarde plus tant de films que ça, et surtout, je me sens pas très pertinent en fait dans l'analyse de films ou des choses comme ça. Je regrette pas mal des vidéos que j'ai faites à ce niveau-là, je les assume plus, notamment celles sur Fincher que j'assume plus du tout, notamment en termes de ton, même en termes de fond, hein, mais ouais, malheureusement, pas persuadé que je le ferai très souvent, on verra. On verra. Après voilà, si je vois un film qui me plaît trop et que j'ai des trucs à dire dessus, je le ferai, mais honnêtement, je suis pas sûr. Est-ce que le thème des futures vidéos seront plus centrés sur le jeu vidéo? Alors encore une fois, on est sur plutôt les thématiques de mes prochaines vidéos. En vrai, j'ai pas trop envie de dire ce que je veux faire dans l'absolu, parce que j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire et de parler du sujet dont j'ai envie, et j'ai l'impression que je me mets déjà une pression, alors que c'est ce que je voulais éviter. Par exemple, la vidéo sur Last of Us, je voulais pas du tout la faire aussi vite, et quand j'ai vu que ça chauffait quand même pas mal de gens, je l'ai quand même faite. Donc quelque part, je me suis quand même soumis à une certaine forme de pression, alors que je voulais pas le faire à la base. Et ça c'est un peu chiant. Donc on verra. L'objectif pour moi c'est vraiment de faire ce que j'ai envie de faire et de parler des sujets qui me tentent sur le moment. J'ai pas envie de me poser plus de questions que ça. Honnêtement, moi je vous recommande de rester abonné à ma chaîne si vous avez un peu d'intérêt pour ma personne ou que juste vous voulez entendre parler de plein de sujets différents. Parce que j'ai pas d'idée prédéfinie de ce que je vais faire. Je vais pas prendre de recommandations sur les vidéos. J'ai pas envie de me mettre de pression parce que je bosse déjà beaucoup sur jeuxvideo.com. Je parle beaucoup de jeux vidéo sur jeuxvideo.com, évidemment parce que c'est mon job. Mais voilà, j'ai pas trop envie de me mettre de pression, donc voilà. Si vous voulez absolument avoir que des vidéos sur les grosses sorties du moment, ça je risque pas de le faire. Si je fais des vidéos sur le jeu vidéo, ce sera toujours des rétrospectives ou des trucs un peu généraux, avec des angles que je considère intéressants. Pourquoi tu t'appelles Aubin? Alors je vais répondre beaucoup trop au premier degré à cette question, mais parce que mes parents ont regardé un téléfilm français, je pense, où il y avait un chevalier qui s'appelait Aubin, donc c'était un téléfilm médiéval, ça avait l'air bien pourri dans mes souvenirs de ce qu'ils m'avaient raconté, mais voilà, c'est pour ça que je m'appelle Aubin. Et quand j'étais petit, je détestais mon prénom à cause des éventuelles blagues qu'on pouvait faire dessus, et maintenant je l'adore, vraiment. Vas-tu faire des vidéos comme à l'ancienne, genre comme celles sur Red Dead 2 qui sont des bijoux? Je viens de faire une vidéo sur Last of Us 2 qui est plus ou moins la même chose, non? Je pense. Quelles sont tes études? Quel parcours as-tu avant d'arriver à jeuxvideo.com? Est-ce que travailler dans le secteur du jeu vidéo a toujours été une envie pour toi? Alors j'ai pas fait d'études du tout, j'ai même pas l'équivalent de mon bac, donc en Belgique c'est le CESS, parce qu'en gros j'ai fait un décrochage scolaire et j'ai jamais réussi à m'y remettre parce que moi le système éducatif, comment le dire gentiment,
Bah, je le trouve vraiment pourri, en tout cas en Belgique. Moi, j'ai pas été à l'école en France, hein, mais vraiment, je le trouve pourri. Je m'y retrouvais pas du tout. Je faisais plein de trucs qui m'intéressaient pas. Je devais apprendre à retenir des dates ou des trucs comme ça, alors que, enfin, quel est l'intérêt aujourd'hui de retenir des dates quand on a toutes les infos sur Internet? Enfin, je comprends pas. Moi, il y a plein de choses que je comprenais pas et que je trouvais insensées et qui m'ont vraiment fait me désintéresser énormément et être frustré en classe. Donc, j'ai détesté les cours, donc j'ai pas continué et j'ai pas mon bac, donc je peux pas faire d'études. En Belgique, c'est comme ça, en tout cas. Quel est mon parcours professionnel? Ben, j'ai fait beaucoup de petits boulots en fait. J'ai travaillé au Quick pendant 7 mois, 6 mois en stage vraiment en tant qu'esclave, quoi. J'étais payé 600 € pour faire un temps plein. Puis j'ai travaillé sur un stand de sushi dans un carrefour. Ça c'était le pire. Je n'ai même pas été jusqu'au bout parce que j'en avais marre. Et la patronne elle était un peu vénère, donc j'ai dit que voilà, elle abusait et puis j'ai pu partir. J'ai pu mettre fin à mon contrat sans que ça me pose de problème. Ensuite j'ai fait un stage dans une boîte de chaises pour faire des vidéos, des photos, des choses comme ça. C'était vraiment nul. C'était vraiment très très nul. Puis après, j'ai travaillé dans un game cache, ça c'était vraiment mortel, parce que les collègues étaient trop cool, parce que je mettais à profit ma connaissance de jeux vidéo et tout ça. Et à partir du magasin de sushi, j'ai commencé ma chaîne YouTube en parallèle, et cette chaîne YouTube, je l'avais vraiment faite dans l'optique d'avoir quelque chose à montrer en fait. Vu que j'ai pas fait d'études et que j'ai pas mon bac ou quoi que ce soit, je voulais montrer que je pouvais parler, que j'avais des trucs intéressants à dire et que voilà quoi, je savais faire quelque chose. Et j'ai appris beaucoup en le faisant et c'est grâce à cette chaîne YouTube que je me suis retrouvé sur jeuxvideo.com parce que j'ai eu quelque chose à montrer. J'ai pu montrer que je m'y connaissais en jeux vidéo, en montage et du coup que j'ai pu rejoindre les rangs de la rédaction. Et travailler dans le secteur du jeu vidéo, ça a toujours été une envie. Par exemple, travailler dans un game cache, enfin dans un magasin de jeux vidéo, ça a toujours été un rêve, je trouvais ça trop cool, et donc je l'ai fait, et ça c'est vachement cool. Travailler dans une rédaction de jeux vidéo, ça a toujours été un rêve aussi, donc là je l'ai également accompli, et ça c'est vachement cool. Bref, oui, et j'en suis très content. Que penses-tu de Mario Odyssey ou Breath of the Wild, aka les derniers gros jeux 3D de leurs licences respectives? Ils sont incroyables, enfin les deux quoi, vraiment, Breath of the Wild probablement le jeu le plus important de ces 10 dernières années, et Mario Odyssey tout simplement un des meilleurs de la série pour moi. Moi c'est un de mes préférés en tout cas. Quand tu fais un test pour jeuxvideo.com, tu reçois les jeux longtemps avant la sortie? T'as le temps de finir les jeux généralement? C'est trop variable en vrai, quand c'est des très très gros jeux on les a à l'avance, parfois c'est une semaine, parfois c'est 2 semaines, parfois c'est 2 jours, et parfois 2 jours c'est suffisant, hein, donc c'est dur à dire, donc ça dépend vraiment des fois, et oui généralement je finis les jeux, c'est très rare que je les finisse pas. Et si je les finis pas, c'est que je considère que j'ai pas besoin de les finir pour donner mon avis. Est-ce que parfois le fait de devoir évaluer un jeu gâche ton plaisir? Aucun regret de ne pas avoir pu jouer un jeu à ton aise? Si, je pense vraiment que ça peut impacter sur le plaisir de jeu, parce que tu joues plus que de raison. Quand tu passes une journée à jouer 8 heures à un jeu, les petits défauts qui seraient juste un petit peu dérangeants dans une session normale, ils peuvent être vraiment chiants sur une longue session, donc c'est le genre de choses qui jouent. Jusqu'ici, j'ai pas eu de regret vraiment de pas avoir pu faire de jeu que j'ai testé en dehors d'un test. Franchement, à chaque fois c'était très cool. Après jusqu'ici, j'ai pas eu de gros jeux narratifs ou de gros open world où j'aurais voulu pouvoir prendre mon temps. Donc on verra. On verra à l'avenir, mais pour le moment ça m'est pas trop arrivé. Mais juste les petits défauts comme la répétitivité ou des trucs comme ça deviennent plus vite gênants que dans une session normale, ça c'est sûr. Comptes-tu être plus actif sur Twitch ou est-ce que tu préfères te focaliser pleinement sur YouTube? Écoute, pour le moment je suis à 3 jours par semaine sur Twitch. Là j'ai un petit problème de connexion, ça me fait bien chier, donc je peux pas streamer quand je veux, mais l'objectif c'est streamer 3 jours par semaine, ce qui pour moi est vraiment pas mal, et honnêtement pour le moment je prends beaucoup plus de plaisir à faire du contenu sur Twitch que sur YouTube, parce que YouTube je trouve la récompense assez faible compte tenu du travail en fait. Twitch juste t'y vas, tu joues, tu causes et c'est cool, tu vois. YouTube faut écrire, faut monter, faut tourner, c'est pas mal de contraintes, c'est pas mal de temps, et personnellement je trouve la récompense moyenne. Après l'exercice reste intéressant, y a pas de problème et je prends du plaisir à le faire. Mais voilà, si je devais choisir entre les deux par exemple, je choisirais Twitch, je pense. Après le but là ici c'est de pouvoir faire conjointement les deux, une vidéo et 3 streams par semaine. Penses-tu qu'on va assister à un déclin de la popularité du jeu vidéo? Je trouve ça assez étrange comme question parce que le jeu vidéo n'a jamais été aussi populaire et j'ai l'impression que ça continuera comme ça. On verra parce que on risque peut-être d'arriver à une crise du numérique ou un truc comme ça. On sait aussi que en termes d'impact environnemental, que ce soit les serveurs, que ce soit la production des boîtes ou ce genre de choses, ça impacte quand même pas mal de choses. Donc à voir si on va devoir repenser notre manière de jouer aux jeux vidéo et de le consommer. Parce que le cloud c'est assez vénère en termes de consommation de bande passante et d'empreinte carbone. Donc voilà. Peut-être que du coup il y aura des contraintes environnementales qui feront qu'on devra faire décliner le nombre de joueurs. Mais comme ça en l'état, si on continue sur ce système, je vois pas pourquoi. Ça t'arrive parfois de ressentir de la lassitude vis-à-vis des jeux vidéo, à force d'y consacrer autant de temps? As-tu des périodes où tu fais autre chose pour te vider la tête et mieux y retourner après? Alors c'est vrai que quand tu passes ta journée à jouer à un jeu, ou que tu parles de jeux vidéo toute la journée, ou qu'il y a eu plein d'actu dans la tronche,
bah parfois il y a peut-être un petit trop-plein qui fait que je fais autre chose en fait. Mais en fait je me rends plutôt compte que les jeux auxquels je joue sur mon temps libre sont vraiment des jeux de confort en fait. C'est vraiment des jeux qui pour moi sont presque plus des jeux vidéo, sont juste des passions, tu vois. Genre, quand je joue à un jeu sur mon temps libre, c'est genre Street Fighter V, Smash Bros, des jeux que je kiffe, qui sont plus des disciplines que des jeux. Donc je différencie un petit peu ça dans ma pratique. Après, c'est vrai que j'ai quand même d'autres passions, j'essaie de regarder d'autres choses, j'essaie de jouer d'un instrument, de faire de la photo quand j'ai du temps, ce genre de choses. Donc effectivement, je pense que ça joue sur mon rapport à ma passion du jeu vidéo, mais voilà, ça me gâche pas mon plaisir de manière générale. Je reste quand même un joueur passionné, par exemple Last of Us 2, à minuit 1 j'étais en train d'y jouer, les grosses sorties je les dose et des trucs comme ça, enfin bref, je suis quand même toujours aussi passionné et je suis toujours aussi enthousiaste à voir une grosse sortie ou un jeu que j'attendais quoi, évidemment. Est-ce que tu vas faire une mise à jour sur ta vidéo de Dupieux? Je pense pas parce que les deux derniers films, donc c'est Au Poste et Mandibule, restent globalement dans le même carcan, dans la même logique. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire en termes de fond. Au Poste j'ai adoré, Mandibule j'ai trop kiffé jusqu'à ce qu'on fasse des blagues sur les handicapés mentaux, là ça m'a pas trop plu. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire, le reste sinon la mise en scène, le fait que c'est le bordel et tout, enfin bref, regardez ma vidéo, mon propos n'a pas changé. C'est une des rares vidéos dont je suis encore fier du fond. Depuis que le jeu vidéo est devenu ton métier, ton regard a-t-il changé sur cette activité? Que ça soit au niveau de ta vision de l'industrie, ou au niveau personnel, et du plaisir que tu en retiens. Forcément, il y a pas mal de choses que j'ai remis en perspective, notamment en termes de comment ça se passe dans les rédactions de jeux vidéo et ce genre de choses. Donc les notations, comment sont écrits les tests, qu'est-ce qu'un bon test ou pas, où je suis beaucoup moins virulent et beaucoup moins critique vis-à-vis de ça parce que c'est un exercice qui est plus compliqué qu'on le croit et les grilles de notation sont assez complexes en fait quand on y réfléchit, notamment je sais pas, tu vois, avant un jeu que moi j'aimais pas, j'aurais pu lui mettre dans ma tête j'aurais pu lui mettre un 9 sur 20, maintenant plus du tout parce que si t'as un jeu qui fonctionne de A à Z mais juste qui est pas très intéressant à jouer, tu peux pas lui mettre 0 par exemple, alors que tu vois typiquement les lecteurs sur jeuxvideo.com quand ils mettent des notes lecteurs, ils mettent 0, ils mettent des 4, ils me disent ça j'aime pas, c'est de la merde, je mets 4, tu vois. Ça c'est des choses qu'on peut pas faire, enfin tu vois, nous on peut pas le faire parce que ça n'existe pas, tu vois, des jeux qui fonctionnent, qui ont des 4 sur 20 parce que t'as toutes des équipes qui ont travaillé pour rendre un produit fini qui est fonctionnel de A à Z, tu vois. Et du coup tu peux pas être aussi catégorique et ça c'est un truc qui a changé vis-à-vis de ce que je pensais. Par exemple, par le passé, moi personnellement j'aurais pu être un peu critique sur les open world Ubisoft ou les jeux Ubisoft de manière générale. Alors qu'en vrai, c'est des jeux bien foutus. Il y en a certains qui ont des problèmes, mais globalement, c'est des jeux bien foutus, solides. Il y en a pas mal qui ont eu des petits bugs à la sortie, on va dire, mais globalement, c'est quand même des jeux solides, quoi. Mais vu que ce sont des jeux très populaires, on a tendance à leur mettre des 0 sur 20 dans les notes lecteurs ou des choses comme ça, donc voilà. C'est le genre de choses où il faut faire la part des choses, justement, et penser un petit peu à l'industrie, aux gens qui sont derrière, qui travaillent et qui font ces jeux, et c'est pas un métier facile non plus, tu vois, donc voilà. Est-ce que tu as l'intention de développer un jeu vidéo ou de réaliser un film, une série? Réaliser un film ou une série, ça m'intéresse pas parce que déjà j'ai pas les épaules, j'ai pas les connaissances techniques, j'ai pas les ressources, j'ai pas les connaissances, enfin vraiment c'est pas possible pour moi, ça m'est pas accessible, vraiment pas. Et honnêtement moi j'ai fait un 48 heures il y a quelques années, ça s'était bien passé, enfin bref on n'a pas réussi à rendre à temps mais on avait fini dans les 48 heures, on a eu un problème d'embouteillage qui a fait qu'on n'a pas réussi à rendre le film à temps. Moi j'étais en gros cadreur sur ce truc, cadreur et j'ai quand même porter un peu le projet à bras le corps à certains moments quand le réalisateur s'est barré, enfin bref c'était un peu le bordel, c'était une expérience intéressante mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que tourner j'aime pas spécialement ça en fait, j'aime pas être dehors à me les cahier, j'aime pas me lever tôt pour filmer à l'aurore, j'aime pas faire des pauses de 30 minutes en attendant que les gens s'installent, j'aime pas qu'on soit 20 et que c'est difficile de coordonner les gens, qu'il y ait des flemmards, des choses comme ça. Après évidemment quand t'as une équipe que tu connais c'est encore différent, mais à mon échelle clairement ça me plaît pas en fait, c'est pas un truc qui m'intéresse. Par contre être directeur photo ça a l'air incroyable, c'est vraiment un taf qui m'intéresserait de ouf. Après j'ai pas du tout les connaissances techniques, ça a l'air ultra dur, ultra technique, donc voilà, c'est juste un truc qui me fait rêver mais je suis pas du tout compétent là-dedans. Et développer un jeu, j'adorerais, mais encore une fois, j'ai pas la technique. Faut que je me penche sur des programmes faciles à prendre en main parce que, franchement, ça c'est un truc qui m'intéresse de ouf, vraiment. Je t'offre une bière? Allez. Mais faut pas qu'il y ait trop de monde parce qu'en ce moment, je suis un peu parano avec le Covid sur les terrasses, donc non, oui, mais en respectant les gestes barrières. Et sinon, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli à tes 40 ans? Et c'est dur à dire parce qu'honnêtement, j'ai quand même fait pas mal de choses que je voulais faire dans ma vie maintenant déjà. Et c'est une chance, vraiment, je suis hyper content que ce soit le cas. Je pense honnêtement que ce qui me reste, que ce que je veux encore là, c'est genre un feu de bois et un chien quoi. Tu vois, genre vraiment la daronade quoi. Ce que je veux c'est la daronade et être tout bien quoi. J'ai pas d'objectif professionnel spécifique, j'ai pas forcément l'ambition de devenir multimillionnaire ou des trucs comme ça, donc non pour le moment je suis vraiment bien. La daronade et le chien. Inside ou Limbo? Inside, toute la vie, carrément. Mon jeu préféré. Ton genre de vidéo ne s'y prête pas trop, mais comptes-tu faire des collaborations? Comme tu dis, j'ai pas l'impression que ce que je fais s'y prête généralement.
C'est un peu dur à dire parce que je suis pas quelqu'un de très sociable de manière générale. Je cours pas vers les gens que j'apprécie et ça me stresse un peu et je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus en fait. En fait j'ai l'impression que ce serait pas très intéressant parce que je fais rien de particulier sur ma chaîne, je fais que causer de trucs. J'ai l'impression que la valeur ajoutée entre guillemets de ma chaîne, c'est le ton que j'ai, c'est le fait que je suis un peu décontracté et que j'essaie d'être sincère dans ce que je fais. Et j'ai l'impression que faire une collaboration, c'est forcément aussi abandonner un peu ça quoi. Donc on verra. On verra mais je ressens pas le besoin, en tout cas. Quels sont tes réalisateurs préférés et en parleras-tu un jour sur la chaîne? En parler, je l'ai dit tout à l'heure, on verra bien, mais je doute. C'est possible, hein, je me ferme pas la porte, mais je doute quand même. Sinon, comme la plupart des gens de ma génération, Fincher, Denis Villeneuve, Quentin Dupieux... Globalement, des trucs un peu sombres avec une photo de ouf. Entre un taf à jeuxvideo.com, YouTube, Twitch, le violon, les amis, la mif, les amours... Reco, productivité, orga, ça va être un peu compliqué de te donner parce que je suis un peu dépassé pour le moment. Après, je gère pas du tout de planning, je devrais peut-être le faire, mais ça me paraît un peu con parce que avec mon job, je suis pas à l'abri d'un imprévu. Malheureusement, quand j'ai pas le temps pour certains trucs, je le fais pas, hein, notamment mine de rien, même si avant je jouais 1 heure de violon tous les jours, là depuis la chaîne, je suis plus à une demi-heure. J'ai perdu un petit peu de temps de violon, et il y a des jours où j'ai sauté depuis que j'ai recommencé YouTube et Twitch là. Parce que c'est comme ça, malheureusement. C'est un peu triste, mais je pense que je vais réussir à trouver un équilibre. En tout cas, c'est l'objectif. Je dirais quand même qu'il faut faire des sacrifices au bout d'un moment et qu'il faut faire les bons, quoi. Faut essayer de négliger le moins important pour toi et surtout ne pas négliger ta propre santé mentale qui est le plus important. C'est ce qui va au-dessus de tout, vraiment. Best contenu JV éditorialisé, pas gaming let's play sur YouTube hors toi-même. Alors déjà merci, et ensuite pour moi, je sais pas si c'est le meilleur parce que c'est un sujet assez spécifique, mais pour moi c'était New Frame Plus, donc c'est une chaîne qui parle d'animation dans le jeu vidéo, qui moi me passionne. Chaque vidéo est incroyable, les sujets sont hyper intéressants, c'est hyper pertinent, c'est hyper bien analysé, j'adore. C'est le truc que je bouffe dès que ça sort, c'est trop bien. Est-ce que vous discutez souvent YouTube avec le bro, refilage de tips et tout, ou juste good family time normal? En ce moment, Michel de Chronomusic est extrêmement occupé, donc généralement quand on se parle, c'est plus pour prendre des nouvelles et être sûr que tout va bien, que les projets avancent bien et tout. Donc non, on parle pas trop de YouTube de manière générale, notamment parce que je pense qu'on a tous les deux un... Enfin, je sais pas pour lui, hein, mais globalement, je pense qu'on a un désintérêt relatif pour la plateforme. Moi, j'aime toujours faire du contenu et je trouve ça intéressant. Par contre, je regarde moins de trucs dessus, quoi. Je regarde plus, du gaming ou des vidéos de tech ou des choses comme ça. Des contenus édito, je regarde quand même moins qu'avant. Peut-être juste que ça me ressemble moins maintenant, hein, c'est tout. C'est quoi le meilleur et le pire aspect d'être sur YouTube ? Le meilleur, c'est la visibilité potentielle. Moi, c'est la carte de visite. Clairement, ça a été une... Enfin, sans YouTube, j'aurais pas mon taf, quoi. Donc, forcément, c'est stylé quand même, c'est cool. Pour moi, il y a deux trucs. Le pire des deux, c'est la pression que tu te mets tout seul sur la qualité de tes vidéos et donc avoir des blocages en te disant mais putain, c'est pas assez bien, des choses comme ça, et être complètement paumé et pas savoir quoi faire. Et le fait de se dire que tu dois absolument publier une vidéo, des choses comme ça, et du coup te retrouver un peu coincé, on va dire. Et je pense qu'il y a des gens qui font des blocages créatifs ou des burn-out comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de... Oui, je vais faire une vidéo une fois par semaine, ce qui est quand même beaucoup déjà, mais je vais le faire sur le sujet que je veux, donc ça va être assez libérateur, et ça c'est cool. Et le deuxième truc, c'est les commentaires négatifs. 90% ils sont gentils, tu vois, et 10% sont relous. Il suffit d'un relou en fait pour te niquer ta journée, tu vois. Donc ça c'est chiant. Après évidemment, moi je suis un peu rodé avec jeuxvideo.com, mais quand t'as un connard qui débarque sur ta chaîne perso, c'est encore différent. Tes plus grandes inspirations photos, des livres photos à conseiller. Je vais aller en chercher, j'arrive. Ouais, donc du coup je les ai juste tous pris, j'en ai 6 ou 7, un truc comme ça. Putain. 2 étages avec 15 kilos de livres là. Donc c'est Boys de Rosie Matheson, qui est en gros une série de portraits d'hommes qui vise à déconstruire un peu c'est quoi être un homme, qu'est-ce que c'est être un homme, déconstruire un petit peu la virilité, ce genre de choses, et du coup la démarche est ultra stylée et les photos sont incroyables. Donc vraiment, Boys de Rosie Matheson, je sais pas si on peut encore la voir, malheureusement. Moi je l'ai précommandé direct parce que c'est un projet que je suis depuis très longtemps et Rosie Matheson elle est ultra forte. Donc voilà. Ensuite, Sunnyside de James Sparrows, Yeon Yu et Tallulah Fontaine. Alors celui-là c'est le seul dont je connais pas le nom par cœur des auteurs parce que c'est juste le projet qui m'intéressait. Parce qu'en gros c'est toute une association de photos fictives, donc mise en scène avec des lumières, des choses comme ça, donc vraiment un peu comme un court-métrage si tu veux, avec toute une progression dans une histoire, avec des illustrations intercalées, des illustrations faites à la main, et du coup je trouve le projet ultra intéressant en termes des techniques utilisées, et juste du mood général que je trouve incroyable. Donc voilà, c'est un projet qui me plaisait beaucoup. Street Photographie de Vivian Maier. Vivian Maier, je ne sais pas.
Celui-là, je vous en parle pas parce qu'il y a une vidéo qui va arriver dessus et parce que l'histoire est très intéressante. Ensuite, un livre probablement de mon photographe préféré, après c'est pas très original, un livre de Stephen Shore qui s'appelle Uncommon Places. Il est gigantesque, hein, je sais pas si vous voyez bien. C'est pas le plus gigantesque que j'ai. En gros, Uncommon Places, c'est donc Stephen Shore, le photographe qui s'est baladé à travers un peu tous les États-Unis et qui a pris en photo juste la vie des années 60, 70, 80, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais avec un énorme appareil grand format. En fait, c'est des images banales, ultra bien composées de l'époque, et du coup, c'est vraiment tu vois une fenêtre magnifique de ce qu'était la vie aux États-Unis à ce moment-là, un peu Americana, un peu une ambiance ultra magique comme ça, et moi en tout cas, visuellement, c'est en termes de couleurs, en termes de mood, il y a rien qui me plaît plus que ça, je pense, en photo. Sinon, il y a Family de Chris Vereen qui m'a mis une gigantesque claque. C'est un livre photo autobiographique qui revient sur sa vie de famille dans une classe ouvrière. Donc en gros, il a pris en photo sa famille pendant des années. Et on voit un petit peu leur vie, leur progression et comment ils ont grandi. Et il y a des trucs assez trash et c'est ultra bien raconté en fait. Le découpage est incroyable. T'as des doubles pages qui sont complètement folles, et moi, honnêtement, juste la couverture, enfin l'image qui sert à la couverture et qui revient à un autre moment du livre, je la trouve hallucinante en termes d'histoire, en termes de fond, en termes de forme, de tout. Incroyable. Moi, c'est un livre qui m'a mis une sacrée claque. Après, faut être assez accroché parce que c'est quand même assez intense. Il y a rien de violent ou quoi, hein, mais c'est juste que c'est extrêmement pesant et voilà quoi. C'est une plongée dans la vie de la classe ouvrière américaine et c'est assez intense. Ensuite, le plus lourd, le plus grand, le plus cher, qui est aussi un cadeau d'anniversaire de ma compagne, comme celui sur Stephen Shore. Donc c'est Gregory Crewdson. Paf! Voilà, Gregory Crewdson, les aficionados connaîtront sûrement. Et il doit peser 20 kg, j'en sais rien, il est extrêmement lourd. Et en gros, c'est juste un condensé de son travail de manière chronologique. Donc à commencer par les débuts, puis jusqu'au moment où il s'est vraiment trouvé en termes d'ambiance, en termes de processus créatif, parce que en gros ce qui est intéressant avec Gregory Crewdson, c'est que c'est un gars où sur une photo, il va dépenser l'équivalent d'un court-métrage et donc tout est mis en scène, et t'as des lumières de ouf, il bloque des rues, il passe en 4x4 avec des fumigènes, il installe de la neige et des trucs comme ça, et tout ça pour créer des photos qui certes, moi maintenant, avec le temps, me paraissent manque un peu de subtilité, mais après c'est pas non plus l'objectif. C'est un peu des images que tu peux regarder très longtemps et essayer de déduire ce qui se passe un peu dans la tête du gars et dans cette scène. Et vraiment, moi, c'est un truc que je trouve ultra prenant, visuellement assez ouf, même si ça colle un peu moins à mon style visuel désormais. Mais en termes de performance technique, en termes de réflexion sur le médium et tout, je trouve ça ultra stylé, vraiment. Et aussi, comment t'es tombé dans la photo, si jamais t'as une expérience à raconter? Alors perso, depuis que je suis ado, j'ai des appareils photo, j'étais passionné de cinéma, je voulais faire des films, je voulais réaliser des trucs, donc j'ai eu à peu près toutes les caméras accessibles au grand public qui font de la vidéo. Donc j'ai eu le D90, j'ai eu le 5D Mark II, puis après je suis passé à un Sony A6500, donc j'ai juste pris l'A7S II du pauvre, on va dire. Et puis après, je m'en suis un peu éloigné parce que je m'en suis servi pour faire mes vidéos YouTube. Et avec mon boulot, j'ai plus eu le temps, en fait, quand je suis arrivé chez jeuxvideo.com, de faire du contenu pour moi. J'ai racheté et j'ai revendu pas mal d'appareils photo dans ma vie. Et après, j'ai quand même voulu utiliser ces appareils, mais en même temps, faire quelque chose pour lequel j'ai du temps. Et l'avantage, c'est que la photo, c'est pas non plus ultra contraignant en termes de temps. Genre, tu prends ton appareil, tu fais des photos sur le chemin du boulot si tu veux, puis tu les édites le soir, ça va, tu vois, ça met pas 15 000 ans, c'est pas comme la vidéo, des trucs comme ça. Et du coup, là, j'ai encore revendu du matos, donc j'avais mon D90, je l'ai revendu, j'ai acheté un 5D, je l'ai revendu, j'ai acheté un Sony A6500, je l'ai revendu, j'ai acheté un Hasselblad que j'ai encore, et en parallèle, je me suis acheté un Fuji X100V, et j'ai eu le F pendant quelques mois, mais il me correspondait moins, et le 100V c'est franchement mon appareil photo de toute la vie, et incroyable. Et du coup juste je l'ai tout le temps avec moi, je prends des photos, je kiffe trop, et l'objectif c'était vraiment de pouvoir créer quelque chose de personnel sans que ça me prenne trop de temps, en gros. Et au final, juste je suis resté parce que la pratique me plaît trop, parce qu'il y a trop de trucs à découvrir, j'adore le fait que c'est aussi un peu de la tech, et plein de trucs comme ça. J'ai aussi fait que de l'argentique pendant 1 an, et puis après je me suis un peu désintéressé du médium, parce que j'arrive à avoir le rendu visuel que je cherchais avec du numérique, et c'est quand même moins contraignant, moins cher et tout, donc voilà. Pas mal de gens m'ont posé des questions vis-à-vis de Webedia ou de la politique de jeuxvideo.com ou la ligne éditoriale et des choses comme ça.
Ça les gars, désolé mais j'y répondrai pas parce que c'est pas l'endroit pour le faire. Je suis pas la boîte à questions de Webedia, je suis pas leur secrétaire, moi je suis juste, enfin voilà, je suis employé, je fais mon boulot, je suis content du boulot que je fais, mais c'est pas à moi que vous posez ces questions là quoi. Et j'ai aucun problème à parler de mon métier, mais commencer à parler du positionnement de ma boîte, du marketing, des choses comme ça, c'est bon, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour ça. Ma chaîne YouTube c'est plus pour le kiff que je la fais, donc si je commence à m'embrouiller avec des gens pour des trucs qui au final ne m'intéressent pas, c'est bon quoi. Comment est-ce que tu as fait pour évoluer aussi rapidement chez jeuxvideo.com? Je veux dire, tu es rentré comme monteur et en l'espace d'1 an, 2 ans, t'es passé rédacteur et t'animais des émissions. Je pensais qu'il fallait attendre l'entretien individuel annuel pour parler d'évolution, et surtout ça me semblait assez rare que ça soit validé et mis en pratique assez rapidement au regard de mon expérience. Ça non, en fait c'est pas rare, ça arrivait assez souvent, mine de rien. Typiquement Epion c'était un community manager, et puis il est passé à la rédaction, et ça a mis son temps, et il y a eu une période de transition, et voilà. Moi c'est plus parce que ça a été un alignement de planète, je pense. Avec le fait que, avec le Covid, on allait faire moins de vidéos quand même, avec le fait que j'avais déjà fait quelques chroniques avant de passer en rédaction, j'avais déjà fait quelques tests, donc voilà, ils savaient déjà plus ou moins de ce dont j'étais capable, et ils étaient plus ou moins à l'aise avec le fait de me faire passer en rédaction. Donc ça s'est fait progressivement, et surtout j'ai demandé quoi. Est-ce que ça t'est arrivé de changer d'avis sur un jeu après sa sortie? Est-ce que tu veux dire après un test? Après un test, non, jamais. Après sa sortie, oui, mais après un test, non. Pas jusque-là. Toutes mes notes, jusque-là, je les assume, je peux les défendre, pas de problème. As-tu un quelconque intérêt pour l'univers des super-héros, que ce soit un comics, en jeu vidéo ou au cinéma? Globalement, c'est un des rares univers où j'ai très très peu d'intérêt. J'avais regardé WandaVision par curiosité, et je trouvais ça sympa. J'ai dû voir un demi-Marvel, enfin vraiment les cums en slip ça m'intéresse assez peu. Généralement les trucs qui prennent à contre-pied j'aime pas mal, genre Kick-Ass, mais le Marvel Cinematic Universe c'est trop, il y a trop de trucs, j'ai la flemme. Vraiment c'est juste la flemme quoi. Quels sont tes jeux d'enfance et par la même occasion ta première expérience marquante dans le jeu vidéo? Les jeux d'enfance j'en ai pas mal, mais je pense que mes premiers souvenirs c'est en même temps Wipeout 2048 ou 2098, ouais, Wipeout 2098, Crash Bandicoot, Tekken 1. Et sinon, le jeu de mon enfance, vraiment le truc que je retiens maintenant, a posteriori, parce que je pense que c'est le jeu de mon enfance qui est le mieux vieilli, c'est Super Puzzle Fighter 2 Turbo, qui est une expérience de gaming incroyable que j'ai eu avec mon frère. C'est un truc qu'on a en commun, qui est assez fou. C'est un jeu trop bien. Ouais, moi j'en garde un souvenir incroyable, j'adore les musiques, c'est ouf. Ok, voilà, j'ai répondu à pas mal de questions, je vais voir ce qui restera au montage ou pas parce que c'est un peu le bordel et j'ai beaucoup bafouillé parce que c'est une des rares vidéos, même la seule je crois, que j'ai pas écrite. Donc voilà, on verra. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vraie vidéo cette fois. Salut!